As-tu l'impression de te sacrifier et d'aider les autres jusqu'à parfois t'épuiser? Es-tu l'ami ou le thérapeute toujours disponible pour les autres? Peut-être que la source de certains de tes problèmes, notamment liés à la fatigue, qu'elle soit psychique, émotionnelle ou physique, peut venir du fait que tu es rentré dans le cercle vicieux du sauveur. Alors bravo, ta nature est altruiste, elle a envie d'aider l'autre. Mais le sauveur tombe dans un excès qui est nuisible et pour toi et pour l'autre. Alors dans cette vidéo, nous allons vérifier si tu es tombé dans le sauveur ou que tu puisses comprendre quand est-ce que tu tombes dans le sauveur. Tu comprendras pourquoi nous tombons, quels sont les bénéfices à ça. Et enfin, je te donnerai des informations précieuses pour sortir de ce rôle de sauveur et retrouver la pleine puissance de ton adulte et de ton être au quotidien. Allez, comment sortir du sauveur? C'est parti. Je m'appelle Magali Volpes Bayo, je suis formatrice et praticienne en magnétisme humaniste et en numérologie intuitive. Je suis passionnée par l'être humain et sa capacité à reprendre sa pleine autonomie sur son chemin de vie, son chemin de réalisation personnelle. Nous allons tout de suite commencer la vidéo pour que tu fasses ton propre auto-diagnostic. Tombes-tu dans le piège du sauveur? Comme je te l'ai dit en introduction, si tu es la personne qui est toujours là pour les autres, c'est déjà un indicateur flagrant que tu es peut-être dans le sauveur. Si tu es dépendant finalement de l'aide que tu apportes aux autres, alors ça, c'est un red flag. Au fond, les pensées du sauveur sont «Ah, si j'étais pas là, quand même, hein, les choses, elles avanceraient pas autant ou si bien.» Dans sa vie quotidienne, quand tu es dans le sauveur, tu vas avoir une voix complaisante, rassurante, voire infantilisante. Oh, ma pauvre. Oh, ah, ça c'est rude, ça vraiment. Oh là 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 là. Tu vois, tu vas tout de suite forcer et grossir le trait de la douleur de l'autre. Et quand la personne te parle de sa vie, tu vas être beaucoup dans la complaisance et dans les «Oh, tu as raison. Ah oui. Oh là là, oui. Non, non, mais ça c'est sûr, hein. Oui. Ah oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu as raison.» Tu peux ainsi aider les autres et ressentir de la frustration à ne pas avoir assez de valorisation ou à la demander même un peu trop aux autres. Est-ce que ça t'a servi? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça va? Tout va bien? Entre guillemets, ce que je t'ai fait a vraiment permis que tu ailles mieux? Et tu peux aussi, comble du comble, te plaindre que les autres autour ne sont pas assez autonomes. Oh là là, mais c'est pas vrai, cet enfant, cet ado qui ne range toujours pas sa chambre tout seul ou ne fait pas ses lacets. Oui, mais la question est pourquoi? Car le sauveur, justement, ne laisse pas la pleine autonomie aux autres. Et en plus, il s'en plaint, la boucle est bouclée, ils seront indispensables. Le sauveur est une protection, c'est un mécanisme. Il ne parle pas vraiment de qui nous sommes au fond. Et quand tu actives la casquette de sauveur, tu te mets dans un état d'esprit où tu as besoin de l'autre pour te valider, pour valider que tu es une bonne personne. L'autre n'a vraiment une place dans ta vie positive que si il te permet de l'aider. Tu le maintiens ainsi dans son rôle de victime. Tu as du pouvoir sur l'autre et donc ça te donne un sentiment de pouvoir intérieur. Tu l'auras reconnu, nous parlons bien du triangle dramatique. Ici, nous parlons du sauveur, mais il y a bien sûr le persécuteur et la victime dans ce triangle. Quand on pense sauveur, on pense relation à la victime, évidemment. Mais tu peux aussi être sauveur en face d'un persécuteur. Quand quelqu'un te persécute et que tu réponds «Ah, fais-moi mal si tu veux, si ça te fait du bien», tu es en train de sauver un persécuteur. Tu peux aussi sauver un sauveur. Allez, va, je t'aide là, mais tu m'en revaudras une. Ça, c'est sauveur versus sauveur. Alors pourquoi nous jouons? Nous sommes en quête de notre propre pouvoir personnel.
Seulement, la plupart du temps, nous n'avons pas été éduqués à révéler de manière pleinement ajustée notre pouvoir personnel. Nous sommes rentrés dans un cercle vicieux de pouvoir sur l'autre qui nous fait tour à tour basculer sur un sentiment de pouvoir qui n'est pas réel et un sentiment de ne pas avoir de pouvoir et d'être impuissant avec la victime. Malgré tout, nous jouons facilement à prendre notamment ce rôle de sauveur. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que c'est excitant. Jouer provoque de l'adrénaline et ça agit comme une drogue. Nous avons l'habitude de rentrer dans des jeux, ça nous provoque des stimulations sensorielles, émotionnelles, et cela nous fait nous sentir vivants. Ensuite, ça nous apporte un bénéfice qui est illusoire, mais un bénéfice psychique quand même. L'illusion d'avoir du pouvoir sur les autres, d'avoir du pouvoir sur les événements, d'être en contrôle de notre propre vie. Malheureusement, c'est faux. Nous ne sommes qu'un rôle, nous ne sommes donc qu'une marionnette. Et ce jeu rapporte même pour les perdants, car la rancœur, la frustration, permet de nourrir le jeu en souterrain pour le réactiver sous une autre forme plus tard. Et enfin, pourquoi on joue? Eh bien parce que ça nous rassure. Ça valide des croyances que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Vraies ou fausses, peu importe. Valider nos croyances internes nous rassure, le monde est stable. Notre mental a besoin de stabilité. D'une apparente sécurité vaut mieux que insécurité. Avant de passer aux solutions, je vais te parler aussi de quelque chose dont tu n'as peut-être pas conscience, qui est que tu te sauves toi-même. Et c'est aussi préjudiciable que lorsque tu cherches à sauver l'autre. Comment savoir si tu es en train de te sauver toi-même? Eh bien, fais attention. Quand tu fais une erreur, par exemple, si tu te mets à dire, oh, ça va quand même, j'ai fait l'essentiel, c'était pas non plus une erreur hyper importante, j'ai fait de mon mieux, quoi. Et puis, j'ai des circonstances atténuantes. C'est normal que j'ai pas complètement réussi comme ça. J'avais pas tel diplôme, ou j'avais pas connaissance de ça, ou machin m'avait pas dit ça. Est-ce que tu sens le petit parfum de sauveur derrière ces mots? Observe la différence quand face à une erreur, je l'aborde depuis mon adulte. Ah, ah oui, effectivement, j'ai fait une erreur. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est ok de faire des erreurs, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais vraiment comprendre quelle est ma part de responsabilité. Ok, donc j'ai pas fait attention à ça, j'ai oublié de demander ça, ah, j'ai un peu trop compté sur machin. Ok, bon, je comprends. Allez, bon, je vais trouver des solutions pour arranger ça. Je vais prendre soin de moi et la prochaine fois, eh bien, je ne ferai plus cette erreur. Tu vois, on a l'impression que quand on se sauve soi-même, on s'apporte de l'amour. Eh bien, pas du tout. C'est une forme de complaisance qui nous maintient dans l'erreur. Quand tu es profondément connecté à ton adulte conscient, à ton être, tu peux t'offrir cet amour immense, t'accueillir dans tes erreurs, mais ouais, donner un petit driver pour continuer à avancer vers le meilleur de toi-même. La complaisance n'est jamais un moteur d'évolution. Ce qu'il faut que tu t'apportes au contraire, c'est de l'auto-reconnaissance, de la protection et une croyance positive en toi-même. Alors maintenant, voyons comment sortir du rôle du sauveur. Un moyen mnémotechnique est simple, tu vas développer des qualités qui commencent toutes par S, le S de sauveur, mais qui est cette fois-ci le S de je sors du sauveur. La clé number one, évidemment, quand tu es face aux autres, c'est est-ce que la personne a demandé de l'aide, réellement, concrètement? Et si je l'aide, est-ce que je suis sûre que la personne est prête à faire 50% du voyage vers la résolution? Je l'aide un peu si elle me le demande, mais pas trop. Je ne fais pas à sa place. Alors évidemment, on n'est pas en train de parler d'une maman qui fait les lacets à son enfant de 2 ans. Ça peut être normal de le faire à sa place quand il est en mode apprentissage. Par contre, faire les lacets de son enfant de 10 ans avant de partir au collège, là, on est d'accord qu'on est dans un excès. Alors, je vais te parler de 5 S importants à développer dans ta vie. C'est important que tu développes le soutien. Soutenir n'est pas sauver. Tu peux écouter les autres, valider leurs émotions, les comprendre, les entendre, les voir, sans forcément réagir.
et soutenir en répondant aux demandes qui te sont clairement exprimées. Il est important aussi de développer de la solidarité. La solidarité est une aide réciproque. Nous nous aidons tour à tour. La solidarité, dans le cadre thérapeutique, évidemment, on ne va pas demander à notre client de nous aider en retour. Mais par contre, la solidarité prend en compte le positionnement d'un cadre précis qui a été réfléchi en amont. Et ça, c'est très, très, très important. Tu verras que la plupart des choses qui nous mettent dans le jus, c'est parce que le cadre n'était pas suffisamment clair au départ. Imagine par exemple un ami qui n'a plus de maison et qui te demande de l'héberger. Il faut d'abord que tu prennes vraiment conscience de est-ce que c'est possible de l'héberger sans que ça fasse complètement vriller mon quotidien, c'est-à-dire l'aider, mais te desservir toi-même de trop ne serait pas une bonne option. Oui, bien sûr, ça va faire bousculer ton quotidien et tu es prêt à faire ça pour ton ami. Mais il faut vérifier que les curseurs ne vont pas être trop disproportionnés, ce qui va faire que tu vas à un moment donné lui en vouloir, car le sauveur est à un petit pied du persécuteur. Et souvent, ce qui va nous permettre de répondre à cette question, c'est lié au temps et à l'espace. Est-ce que j'ai l'espace nécessaire? Et quel est le temps qui va me permettre de sentir que ça ne va pas être un poids? Tu as une chambre d'amis et tu sais que accueillir un ami un mois est plutôt joyeux et ne va pas te peser. Alors, pose le cadre. Ok, je te reçois avec moi avec plaisir. Est-ce que tu es d'accord de prendre la chambre d'amis, de participer au repas et je te propose qu'on fasse ça un mois. Est-ce que ça te semble suffisant un mois pour trouver un appartement et te retourner? Tu vois, tu peux engager une discussion constructive où la personne n'est pas positionnée comme une victime. Elle va vraiment elle-même jauger de ce dont elle a besoin. Pas juste d'être sauvée parce qu'il lui arrive un drame, mais ok, il m'arrive un drame, je mobilise mes ressources, je vois ce dont j'ai besoin, c'est super, j'ai une personne qui me vient en aide, elle a aussi ses propres limites et on va, eh bien, s'arranger ensemble. Et si tu as besoin de plus d'un mois, eh bien, il y aura peut-être d'autres amis qui vont aider, d'autres ressources, de la famille, ou etc. Ensuite, tu vas développer le S de support stable. Quand on est sauveur, on porte les gens sur son dos alors qu'on a une jambe cassée. Quand on développe un support stable, ça nous permet de devenir support sans se faire mal. À quoi ça rime de porter la valise de ma voisine si au final je vais me plaindre d'avoir mal au dos? Non, il vaudra mieux que j'assume qu'en ce moment j'ai mal au dos. Mais je vérifie toujours si mon support est stable. Ai-je un bon support physique, mais ai-je aussi un bon support émotionnel? Quand nous sommes thérapeutes, nous pouvons parfois aussi refuser certains clients parce qu'ils vivent des drames qui, nous, vont peut-être un peu trop nous stimuler émotionnellement parce que nous sommes encore dedans ou c'est des sujets particulièrement sensibles pour nous en ce moment et que il sera difficile de traiter pour l'autre. Et évidemment, ai-je un bon support psychique? Suis-je capable d'accompagner l'autre sans m'effondrer moi-même, sans avoir peur que ça valide des croyances négatives à propos de moi-même? Il va être important aussi de développer le S de sécurité. Je développe ma sécurité intérieure, j'ai conscience et je travaille à l'équilibre de mon système nerveux au niveau physique et émotionnel. Et je développe autour de moi des cadres sécures pour moi, protecteurs, qui sont de bons garde-fous pour que je ne tombe pas dans le sauveur. Si je mets une hotline, par exemple, pour mes clients, si je suis thérapeute, je vais fixer un cadre horaire et une quantité. Tu vas ensuite développer de la sympathie et de la sollicitude. Tu as tout à fait le droit d'avoir pour les autres des attentions délicates, des petits mots. Tu as le droit de prendre soin de l'autre, bien sûr, de vérifier comment il va, en étant attentif à correctement doser et à t'exprimer sans chercher à grossir la difficulté de l'autre dans ton entourage si il a une difficulté. Je vérifie ce qui se passe chez l'autre, je reste attentif. S'il y a une demande d'aide, je vais voir si je peux la donner, l'apporter, et si oui, comment, dans quel cadre. Si tu as l'habitude, comme un grand nombre de personnes, de tomber dans le sauveur, il va falloir être très vigilant.
C'est pas évident. Au départ, on se fait beaucoup, beaucoup avoir. Ça sera notamment important si en numérologie, tu as dans ton thème du 12, du 6, du 14. Ça pourrait être aussi du 15, du 10 ou du 17. Ces nombres-là sont portés à être plus stimulés par la relation à l'autre et plus susceptibles de tomber dans ce rôle-là. Et donc, c'est d'autant plus important pour ces nombres-là de dépasser le sauveur pour trouver leur réelle identité. On va vérifier si tu es prêt ou prête à ne pas tomber dans le rôle du sauveur la prochaine fois. Je vais jouer un rôle et essaie de sentir à l'intérieur de toi, si la situation était réelle, comment tu aurais tendance à te comporter. Oh là là, bon, tu vas dire que je me plains encore, mais qu'est-ce que j'ai mal à la tête. C'est pas toi qui as réussi à aider Jacqueline avec son mal de tête la dernière fois? Tu vois, je t'ai lancé deux perches de sauveur, sans te faire de demande claire, sans assumer ma part de responsabilité. Est-ce que tu aurais été tenté de m'aider, d'appeler quelqu'un, de me proposer une solution? Sois honnête avec toi-même. Ce qui est important, c'est de repérer comment le sauveur s'active chez toi. C'est la première étape pour ensuite pouvoir, tant pis si tu tombes dedans, en être conscient et petit à petit rétrograder et retenir la bête à l'intérieur de toi, retenir le sauveur qui est prêt à sortir du bois, l'apaiser et répondre depuis l'adulte, qui parfois d'ailleurs est une non-réponse. Allez, deuxième test. Oh là là, mais ça bug encore là cet ordi. Oh, c'est pas vrai. Ah non, mais j'y arriverai pas, hein. Si tu m'aides pas là, avec l'ordinateur, j'arriverai pas à remettre les choses en place, hein. J'y comprends rien, moi, ces trucs-là, ça m'agace. Alors, si tu as quelques compétences en informatique, est-ce que tu aurais sauté pour venir m'aider? Tu as bien compris, les perches dans notre quotidien, elles peuvent être nombreuses puisque nous sommes tous habitués à jouer ces jeux. Et en sortir n'est pas évident. Mais l'enjeu est de taille. Sortir du sauveur, c'est trouver ta réelle identité. C'est ne pas t'épuiser pour rien. C'est vivre des relations humaines dans lesquelles tu as ton propre pouvoir et l'autre a son propre pouvoir. C'est vivre de vraies relations humaines respectueuses. Et ça peut démarrer dès l'enfance, dans la relation parent-enfant. Bien jauger ce que l'autre est capable de faire et de ne pas le minorer en fonction de son âge, en fonction de ses capacités propres, t'aidera notamment à ne pas sauver ton enfant, mais à le soutenir, à être solidaire, à lui apporter un support stable, de la sécurité, et non pas le déposséder de son propre pouvoir. Le sauveur se joue aussi dans les relations thérapeutiques, dans les couples, dans l'amitié, au travail, tu verras. Le sauveur peut être partout. Je t'invite vraiment à le débusquer à l'intérieur de toi quand tu te sauves aussi toi-même ou quand tu cherches à sauver les autres pour reprendre ton propre pouvoir et permettre à l'autre aussi de reprendre son plein pouvoir. Je vais finir par une petite métaphore. Je vais finir par une petite métaphore qui est celle du seau percé. Imagine une rivière, un seau percé, et une personne à une dizaine de mètres de la rivière qui est au sol et qui a soif. J'ai soif, j'ai soif. En tant que sauveur, tu vas te précipiter sur le seau, tu vas le remplir et tu vas foncer vers lui pour lui donner à boire. Mais entre-temps, le seau est percé. Quand tu arrives, il n'y a qu'une petite goutte de rien qui reste. Tu t'es peut-être entre-temps fait même mal aux mains ou tu as fait mal à la personne quand tu es arrivé. L'ennemi numéro un du sauveur, c'est la précipitation, c'est la réactivité. Il vaudra peut-être mieux que je prenne le temps d'observer la situation, d'aller voir la personne, de lui demander ce qui se passe. Peut-être qu'elle aura suffisamment de force pour que je l'aide à se rapprocher de la rivière et qu'elle boive par elle-même. Peut-être que je peux lui demander quelle solution elle aimerait que je lui apporte si elle a besoin d'aide. Et je trouverai peut-être des solutions plus adaptées. L'idée, c'est de ne pas être dans une réactivité émotionnelle et pulsionnelle, mais pour le coup, de brancher sa raison, être dans son adulte et après, pourquoi pas, développer aussi son intuitif pour trouver des solutions créatives avec l'autre. Évidemment, tu l'auras compris, en chaque instant, tu as des décisions à faire. Et si tu décides depuis ton sauveur,
Tu fais beaucoup d'erreurs. Décider depuis son adulte, depuis son être conscient, en alliant la raison et l'intuition, c'est ça qui te permet vraiment de te libérer. Je t'invite donc, si ça t'intéresse, à télécharger ma ressource Décision sereine, où tu vas trouver ma méthode RIRI, raison, intuition, dans un process CIA. Je comprends, j'intuite et j'agis. Ces trois étapes sont le garde-fou pour prendre des décisions de manière ajustée. Au départ, on s'entraîne, on prend des temps pour ça. Et au fur et à mesure, même dans la vie courante, on n'a pas besoin d'énormément de temps pour prendre nos décisions de cette manière-là. On se sent beaucoup plus puissant, beaucoup plus en pouvoir, on contrôle dans sa vie, mais dans le bon sens du terme, et beaucoup plus dans le respect de soi et des autres. Je te souhaite de belles réussites et une avancée tout en tendresse sur ton chemin de vie.